Le taux d'inflation devrait chuter ces tout prochains mois. Démonstration méthodique et je vous donne tous les outils exclusifs pour bien prévoir l'inflation de manière méthodique. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 20 mars 2023, les anticipations d'inflation. Alors je vais parler ici de l'inflation aux États-Unis, qui sera le benchmark pour les pays occidentaux, même si en Europe elle est beaucoup plus résiliente, mais comme l'inflation américaine influence la Fed et que la Fed influence la Banque Centrale Européenne et les autres banques centrales occidentales, nous nous concentrons ici sur le régime des prix aux États-Unis. Et bien sûr, l'impact aussi sur les placements boursiers. Ma conviction, je suis arrivé à une conviction, grâce à mon approche méthodologique, que le taux d'inflation aux États-Unis va poursuivre sa baisse ces prochains mois et qu'il va, d'ici la fin de l'année, tendre vers la cible des 2%, qui est la cible que visent les banques centrales pour un retour à ce qu'on appelle une normalisation du régime des prix. Alors, étudier et prévoir l'inflation, c'est extrêmement compliqué. Vous connaissez toutes et tous l'étude des courbes d'inflation. Voilà, elles sont mises à jour chaque mois. Alors, il y a plusieurs mesures de l'inflation, on va tout reprendre en détail. Mais voilà, comment concrètement faire une prévision, comment être certain que le taux d'inflation, actuellement à 6% aux États-Unis selon le CPI, va baisser à 5, puis 4, puis 3. Comment en être certain? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un taux d'inflation, il y a des composantes. Une bonne quinzaine. Au sein de ces composantes, 4 ont un poids dominant. L'énergie, les services, l'immobilier et les nouveaux véhicules qui seront un benchmark pour l'activité industrielle. Il est tout à fait possible. D'ailleurs, en utilisant aussi l'analyse technique, vous allez voir, je suis même allé jusqu'à faire de l'analyse technique sur un taux d'inflation. J'ai mis un RSI sur un taux d'inflation. J'espère que ça vous plaira. Ça, ce sera la fin de la vidéo pour la partie la plus originale. Non, concrètement, je vais aussi vous montrer des outils exclusifs, des algos qui prévoient l'inflation. Bref, l'énergie, les services, l'immobilier, les nouveaux véhicules, il y a des méthodes pour bien étudier la tendance de ces sous-composantes. Et de là en déduire l'évolution du taux d'inflation. Et derrière, cette inflation qui évolue impacte la politique monétaire de la Fed et cela impacte tous les arbitrages sur les marchés financiers. Je terminerai d'ailleurs cette vidéo en vous expliquant quelles sont selon moi les meilleures stratégies boursières, les meilleurs choix à faire si j'ai raison. À savoir si vraiment l'inflation d'ici la fin de l'année va continuer de tendre vers 2%. Si j'ai tort, eh bien écoutez, j'aurais tort, mais écoutez, accordez-moi 20-25 minutes de démonstration et vous ferez votre propre opinion. Dans tous les cas, vous n'aurez pas perdu votre temps puisque je vais vous montrer des super petits outils pour prévoir le régime des prix. Mes amis, le plan va s'afficher sous vos yeux. Comment prévoir l'évolution des prix de manière méthodique? Alors, émission spéciale sur l'inflation aux États-Unis. En cette semaine, je vous le rappelle, de Réserve fédérale des États-Unis, décision de politique monétaire le 22 mars. Après une semaine de folie autour des faillites bancaires et après des statistiques américaines qui ont réaugmenté la probabilité d'une récession. Rappelez-vous ma vidéo il y a 2 semaines, je vous invite à la reprendre, sur la probabilité d'une récession à horizon 12 mois aux États-Unis. Je vous avais présenté 4 catégories avec plein de data. Certaines ont été mises à jour depuis et oh là là, on ne va pas y échapper. En tout cas, l'économie américaine ne va pas y échapper à la récession. Je vais vous remontrer certains. Je ne vais pas refaire la vidéo sur la récession, mais j'ai mis à jour certaines choses. Non, là, on parle vraiment de l'inflation. J'ai moi cette conviction que le taux d'inflation va continuer de chuter aux États-Unis. Et je vais vous démontrer pourquoi. Ici, c'est affiché sous vos yeux. Les taux d'inflation poursuivent leur recul aux États-Unis. Les anticipations d'inflation sont revues en baisse depuis la résurgence du risque bancaire. Alors, depuis, la Fed a pris les choses en main. Et la hausse de la probabilité d'une récession. Comment prévoir si l'inflation va vraiment revenir à la normale ces tout prochains mois? Encore une fois, je parle ici de l'inflation aux États-Unis. Je ne parle pas de l'inflation ni au Royaume-Uni, ni en Allemagne, ni en France. Encore moins en Suisse, où elle est restée tout à fait sous contrôle à peu près. De quoi parle-t-on? Je vais vous remontrer les différentes mesures de l'inflation suivies par les banques centrales. Le lien, première bonne, mauvaise nouvelle, toutes les récessions sont des inflationnistes. Nous attaquons les différentes mesures de l'inflation suivies par les banques centrales. Donc on commence comme d'habitude, mais je pense que vous commencez à me connaître. On commence par des informations un peu de... On pose les bases. Bon, si vous voulez, je pourrais aller très très vite et puis enchaîner, tout dérouler, mais voilà, chacun son style. Et je veux ici, moi, faire les choses. C'est comme une démonstration. Enfin, je n'irai pas jusqu'à utiliser le terme démonstration, mais enfin voilà, il faut qu'il y ait une introduction, un développement, une conclusion. Là, c'est l'intro, on regarde comment mesurer l'inflation.
hein, parce que bon, bah, c'est pas le prix de la baguette, et c'est encore moins, imaginez si on mesurait par exemple l'inflation en France avec le prix au mètre carré dans l'immobilier depuis les années 2000, on ne serait pas du tout au même taux d'inflation. Par contre, aux États-Unis, l'immobilier est une partie très importante des taux d'inflation, en particulier le prix des loyers. C'est pas du tout le cas en Europe. Donc c'est pour ça que là je parle de l'inflation états-unienne. C'est très important, puisqu'elle influence la Fed. Alors, donc, de quoi parle-t-on? La mesure la plus commune du régime des prix est le taux d'inflation au rythme annuel, il est mis à jour chaque mois. Vous avez deux baromètres essentiels pour mesurer le taux d'inflation, c'est l'indice des prix à la consommation CPI et l'indice des prix à la production, le PPI. Alors, vous avez ici une infographie qui vous montre l'état actuel des taux d'inflation aux États-Unis. Et la semaine dernière, nous avons pris connaissance d'un CPI qui poursuit son recul et surtout d'un PPI, les prix à la production, qui est en chute libre. Moi, mon scénario, c'est que voilà, ici, d'ici la fin de l'année, on est là. Donc nous sommes revenus à la normale. Encore une fois, je parle de l'inflation aux États-Unis. La Banque Centrale Européenne cherche à faire tendre le CPI et le PPI vers 2% par an, idem la Fed, mais attention, il y a une particularité pour la Réserve fédérale des États-Unis, elle suit trois taux d'inflation, le CPI, le PPI et le PCI. In fine, c'est surtout le PCI qu'elle regarde. Alors, ici d'ailleurs, je vous ai mis la comparaison des composantes entre le PCE et le CPI. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce que vous avez ici ce que la Fed propose régulièrement, d'ailleurs cette semaine. Il y a une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et il y aura la mise à jour de ces projections macroéconomiques. Et dans ces projections macroéconomiques, il y a la partie inflation et elle précise toujours que c'est le PCE qu'elle regarde. D'ailleurs, regardez, hein, c'est le PCE. C'est vraiment celui qu'elle regarde. Donc, ce sont les mesures essentielles de l'inflation. Et donc oui, ce 22 mars, mercredi 22 mars, ça va être intéressant parce que justement, qu'est-ce que la Fed va mettre à jour? Regardez, il y a une petite astérix, c'est-à-dire que nous allons avoir les nouvelles anticipations de projection économique et ça se présente comme ça. Et à l'intérieur du tableau, eh bien, vous pouvez noter que pour la partie prévision des prix, c'est bien l'inflation PCE, PCI qui est analysée, qui compte le plus pour la Fed. Donc les différentes mesures de l'inflation suivies par les banques centrales, PPI, CPI et le PCI. Alors maintenant, la question est de savoir, effectivement, hein, si je prends par exemple le CPI, je prends le CPI, bon bah voilà, il poursuit sa baisse, il est passé de 6,4 à 6% au titre du mois de février. Maintenant, comment prévoir? Comment avoir la conviction, se forger une conviction que cette tendance baissière va se poursuivre, un peu d'ailleurs comme ici ce fut le cas en 2008-2009 ou encore au moment de la crise sanitaire en 2020. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, première chose, bonne ou mauvaise nouvelle, c'est comme vous voulez. Pour le coup, là c'est au choix. Bonne ou mauvaise nouvelle, c'est au choix. Toutes les récessions sont désinflationnistes. Alors, moi j'ai cette conviction que le taux d'inflation va tendre vers 2% aux États-Unis. Donc PPI, CPI et PCI. J'ai plusieurs cordes à mon arc pour argumenter en ce sens. La première est que la probabilité d'une récession économique a encore augmenté. Rappelez-vous, lorsque je vous ai fait ma vidéo sur les différentes datas pour mesurer la probabilité d'une récession, il y avait les hard data, les soft data, les données transversales et les modèles combinatoires. Dans les hard data, vous avez notamment la production industrielle, qu'on retrouve d'ailleurs dans des modèles combinatoires. Et je vous avais expliqué que le taux de croissance annuel de la production industrielle était en chute libre, tendait vers zéro, mais qu'il n'était pas encore à zéro. Il a été mis à jour la semaine dernière. Et vous avez vu le chiffre? Zéro. On a de plus en plus quand même de baromètres qui nous disent que l'économie des États-Unis, alors après, quel sera le degré de la récession? C'est un autre débat, mais va tendre vers la récession. Donc une absence de croissance économique. À zéro, autour de zéro. Jamais le taux d'inflation ne monte en récession économique. Toutes les récessions historiques de l'économie américaine se sont toutes accompagnées d'une chute du taux d'inflation. Donc déjà, ça c'est une première conviction. Rassurez-vous, c'est pas mon seul argument. Je vous rassure, on va étudier ensuite la composante énergie, on va se faire une grosse partie immobilier, le prix des véhicules automobiles. L'énergie, je vais vous montrer moi comment j'ai affiné pour la perspective de la tendance du taux d'inflation, mais ça c'est donc une première chose.
Les faillites bancaires américaines ont relancé le débat donc, sur la probabilité d'une récession à horizon 12 mois. J'enlève ici la petite caméra. Première chose que je vous montre, je zoome ici, toutes les récessions. Regardez bien sur ce graphique, vous avez donc le taux d'inflation aux États-Unis, donc le CPI, et vous avez ici une partie un peu grisée qui représente les périodes de récession. Alors là, je n'ai mis que le 21e siècle, mais dites-vous bien que toutes les récessions depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis se sont toutes accompagnées de ce type de chute du taux d'inflation. Alors là, on se dit, est-ce qu'on n'y serait pas déjà bon? Enfin, voilà pour la crise sanitaire, voilà pour la crise financière de 2008-2009. Mais regardez surtout ça. Ce graphique a été mis à jour la semaine dernière. L'évolution en rythme annuel de la production industrielle aux États-Unis. Moi, dans ma vidéo sur la probabilité d'une récession américaine, il y a 2 semaines, je vous ai montré, on était à peu près ici à plus de 2%. Ça a été mis à jour la semaine dernière, on vient de passer sous zéro. Bon, vous avez la récession de la bulle Internet, celle de la crise financière et celle du Covid. Vous ne trouvez pas que ça commence à prendre une allure récessive? Bon, alors, écoutez, si c'est vraiment... Si l'économie américaine n'échappe pas à la récession, soyez certain que l'inflation ne sera plus un problème, on aura d'autres chats à fouetter. Donc en tout cas, ça c'est une première chose de base. Maintenant, qu'est-ce qui m'a fait arriver à cette conclusion que les taux d'inflation aux États-Unis allaient continuer de chuter? C'est que j'ai regardé en détail les 4 composantes les plus importantes. La meilleure façon d'étudier l'inflation, c'est d'étudier ses composantes. Car sur la courbe pure d'un indice d'inflation, on ne sait pas comment faire. On sait pas. Mais si vous vous concentrez sur les composantes les plus importantes, et que pour ces composantes-là, par exemple, vous avez des idées d'analyse. La composante énergie, l'analyse technique du prix du pétrole. D'ailleurs, ma petite vidéo Fast and Forex d'il y a un mois, à propos de la baisse du prix du pétrole, écoutez, là, pour le coup, je ne me suis pas trompé pour une fois. Il a presque atteint mon objectif. Voilà. Et ça c'est une démonstration analytique que la composante énergie va continuer de contribuer à faire baisser le taux d'inflation. On va regarder ça donc en détail. Alors, effectivement, une des meilleures façons pour étudier l'inflation, pour prévoir l'inflation future, c'est d'en étudier ses composantes. Alors, effectivement, il est extrêmement difficile de faire une prévision pour la tendance future d'une courbe d'inflation. Alors, l'analyse technique ne se pratique pas sur une courbe d'inflation, et pourquoi pas, mes amis, vous allez voir, je vous ai réservé ça pour la fin de la vidéo. Ça en fera peut-être sourire certains, d'autres non, mais on va en parler. Les indices d'inflation sont une moyenne pondérée de plusieurs composantes, donc, dont l'analyse particulière peut permettre d'anticiper le profil à venir du taux d'inflation. Alors attention, je ne parle pas de l'inflation globale et de l'inflation sous-jacente, celle qui exclut le prix des éléments volatiles comme le prix de l'énergie. Moi ici, je vais m'intéresser à quoi? Au sein des 15 sous-composantes du CPI américain, je m'intéresse à l'énergie, aux services, à l'immobilier et aux nouveaux véhicules. Pour chacune de ces 4 sous-composantes, je vais vous donner mes outils pour prévoir. Vous allez voir, j'ai fait des choses originales. Je vais chercher des informations, par exemple, sur l'équivalent des sites immobiliers, comme en France de particulier à particulier, ou encore Le Bon Coin. Vous avez les prix en temps réel, Le Bon Coin immobilier. Mais aux États-Unis, il y a les équivalents du site comme Le Bon Coin immobilier. Car vous savez que dans l'indice d'inflation américaine, le CPI, la partie immobilier, ce sont les contrats de location en cours. Sauf que certains contrats... Aux États-Unis, un bail, en général, ça dure 1 an. Mais le bail qui a été signé il y a 1 an n'a plus rien à voir avec l'évolution actuelle des loyers. Donc il y a un lag. C'est pour ça qu'il faut aller voir en temps réel sur les sites internet. Bon là, je viens déjà de vous donner un de mes petits outils. Mais on va regarder ça quand on arrivera à la partie immobilier. Je suis en train de m'avancer. Donc, il y a 15 composantes. Alors, les composantes apparaissent ici, sont mises en évidence ici. Moi, je vais me concentrer sur... je vais vous montrer ça d'ailleurs ici directement sur le site. Nous allons regarder ensemble la partie énergie. Alors, vous pouvez constater... Donc j'enlève ça, je vous remontre. Ici, vous avez le CPI normal. Je clique sur énergie, vous avez la contribution de l'énergie. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une grande partie de la baisse du taux d'inflation, ici de 9 à 6%, c'est en grande partie la chute de l'énergie. Écoutez, mais vous l'avez bien vu, l'analyse technique depuis 6 mois n'a fait que donner des signaux baissiers sur le prix du pétrole. C'était prévisible. Je vous avais même montré, je vais vous le remontrer, que les producteurs de pétrole avaient adopté une position nette vendeuse depuis plusieurs mois sur les contrats à terme pétrole. Bon. Alors, ensuite, on s'intéresse à Shelter. Shelter, c'est l'immobilier, d'accord? Shelter, c'est l'immobilier. C'est encore en forte hausse. Sauf que, vous allez voir la petite subtilité.
c'est que Shelter, ici, comme je viens de vous l'expliquer, ce sont les contrats de location en cours. Alors, les nouveaux et aussi surtout en cours, mais sauf que le contrat de location signé il y a 10 mois, vous pensez qu'il représente la tendance des loyers actuels? Eh bien non. Donc il y a un lag. Et vous allez voir, j'ai des outils pour savoir vraiment où en sont actuellement les prix des loyers. Plus tard dans la vidéo, j'ai des petites applications, des petits outils, je pense que vous allez apprécier, qui vous donnent une version réelle, actuelle du taux d'inflation. Il est déjà nettement en dessous de 6, vous allez voir, il est déjà nettement en dessous de 6, le taux d'inflation. C'est pour ça que la Fed pivote. C'est pour ça que maintenant les perspectives de politique monétaire sont des baisses de taux. Bon. Alors, ensuite, la partie la plus difficile sera la partie énergie, la partie des services, pardon, et les nouveaux véhicules. Et alors les services, vous pouvez mettre ici les services moins les services liés à l'énergie. Voilà, ce sont les 4 contributions à l'inflation sur lesquelles nous allons nous concentrer. Alors, la composante énergie de l'inflation est capitale car c'est la clé de voûte du régime des prix. Ça, tout le monde l'a bien compris. Je vous propose... Alors, la baisse du taux d'inflation aux États-Unis depuis l'été dernier est en grande partie liée à la baisse du prix de l'énergie, en particulier du prix du pétrole. Je vous propose 3 manières de bien analyser en détail la composante énergie du taux d'inflation. C'est l'analyse technique du prix du pétrole, l'analyse technique du prix du pétrole, l'analyse technique du CRB Index, qui est un indice composite de 19 matières premières, que j'ai déjà beaucoup travaillé avec vous dans le Fast and Forex, si vous reprenez un peu les vidéos depuis quelques mois. Et enfin, l'étude du comportement, du positionnement des producteurs de pétrole sur le marché à terme du pétrole. Et ce que je vous avais montré, vous avez ici en jaune la position nette, elle est en chute libre depuis septembre dernier, car, alors oui, la production a peut-être un peu augmenté, mais que les producteurs de pétrole craignent la récession, craignent du coup l'impact sur la demande de pétrole et avaient commencé à passer short pour se prémunir de la baisse du prix du pétrole, qui d'ailleurs n'a fait que baisser depuis, donc ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Alors effectivement, je vais ici repasser sur la composante énergie, elle est en chute libre, pour moi elle va même revenir à 0. Alors, c'est pas l'émission matières premières, mais je vais réactualiser, mais là pour le coup je suis content, c'est objectif atteint. Vous avez à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires du prix du pétrole et à droite en données journalières. Vous avez expliqué que je visais de longue date les 64 $, le niveau ici avant le choc boursier de la crise sanitaire. Et je vous avais expliqué que j'envisageais que le marché sorte par le bas d'une structure en drapeau. Je vous avais depuis longtemps montré le superbe Death Cross de septembre dernier, d'ailleurs pile au moment où les producteurs sont passés net vendeurs. C'est ça qui est tellement beau, qu'est-ce que j'adore l'analyse technique. Ils sont passés net vendeurs, en novembre, ils sont passés net vendeurs en novembre. Alors, les positions short ont dépassé les positions longues en novembre. Bon, c'était au moment du Death Cross technique. Et alors là maintenant, je ne vais pas exagérer, mais certains voient maintenant une énorme épaule, tête-épaule. Attention, moi je pense qu'on va stabiliser ici. Hein. C'est un gros niveau. Mais si on casse ce niveau, ce sera la confirmation, la certitude définitive que l'économie américaine est en récession. Par contre là, on va stabiliser ici. Mais j'envisage pas de renversement haussier, etc., etc. Donc pour moi, la dynamique du prix du pétrole reste baissière. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder l'indice composite des 19 matières premières dont je viens de vous parler. Là aussi, j'ai une cible technique qui a été atteinte et on vient de casser cette ligne de tendance. Je veux dire, l'analyse technique du prix des matières premières nous suggère partout que la tendance baissière va se poursuivre ces prochains mois. Et donc, à ce titre, la composante énergie du taux d'inflation, pour moi, va continuer de faire baisser le taux d'inflation. Maintenant, vous avez bien compris, pour que le taux d'inflation revienne à 2%, ce qui est l'objectif de la Banque centrale, il faut que les 4 composantes majeures participent. L'énergie, d'accord. Maintenant, immobilier et nouveaux véhicules. Alors, l'immobilier, c'est un peu plus complexe. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Parce que, déjà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, alors ici, je vais rezoomer ici sur cette partie. Vous avez donc le taux d'inflation en marron. Vous avez en violet la partie immobilier et en jaune la partie nouveaux véhicules industriels. Alors là, vous vous dites, ok, on comprend que les nouveaux véhicules industriels contribuent à la chute du taux d'inflation. Par contre, l'immobilier, là, ça ne contribue pas du tout. Oui, mais attention, comme je vous l'ai expliqué, la partie immobilier, la composante shelter, a un gros retard sur les données en temps réel, car un bail en général aux États-Unis dure 1 an. Il faut donc du temps pour que la composante immobilier colle à la réalité actuelle de l'immobilier. Alors comment faire? Je vous propose, écoutez, moi j'ai eu une petite idée, pourquoi pas aller voir les prix en temps réel sur les plus gros sites immobiliers américains.
de vente, alors soit de mise en relation via agence ou de particulier à particulier. Et pour les véhicules automobiles, pourquoi pas voir les prix en temps réel des 4 plus gros sites automobiles américains, l'équivalent de la Centrale par exemple en France, ou encore l'équivalent pour la partie immobilier, mais pas que, Le Bon Coin Immobilier, ou le site français de PAP, ou seloger.com. Bref, je suis allé voir les équivalents aux États-Unis. Je vais vous donner les 4 sites. Alors d'ailleurs, les 4 sites sont ici. Pour l'immobilier, Zillow.com, Trulia.com, Realtor.com et Homes.com. Et pour l'automobile, c'est surtout Cars.com. L'équivalent ensuite du site Le Bon Coin, c'est Craigslist.com. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez, en particulier sur les gros sites immobiliers américains, je vais vous en montrer certains. Lorsque vous regardez, donc ici, j'en ai mis quelques-uns, j'ai Homes.com par exemple. Lorsque vous regardez sur un gros site comme Homes.com, clairement, il n'y a pas du tout des prix de l'immobilier en forte hausse. Mais c'est normal, c'est parce que cette courbe Shelter, comme je vous ai expliqué, inclut les contrats de location signés il y a plusieurs mois. Et donc en fait, l'idée c'est quoi? Si en regardant les gros sites immobiliers, on réalise que les loyers sont en chute libre, on est capable de dire que la courbe ici Shelter, puisqu'elle intègre les données actuelles mais avec retard, que dans quelques mois, elle sera elle aussi à nouveau en chute. Est-ce que vous comprenez tout de suite ma logique? Grâce, moi, à l'observation des prix des loyers en temps réel, je sais que la courbe Shelter finira par se retourner à la baisse. L'énergie, c'est clair que oui. Les nouveaux véhicules, on voit que c'est la chute libre. Alors, les services, c'est plus compliqué. Mais on a donc au moins 3 composantes majeures qui pèsent plus de la moitié du calcul du taux d'inflation, qui, moi, me disent que le taux d'inflation va revenir à 2%. Alors, je vous l'accorde, on ne va pas s'amuser. Vous allez me dire, oh là, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? On ne va pas s'amuser à aller voir tous les gros sites immobiliers américains ou tous les gros sites de vente de voitures pour voir en temps réel le prix et puis et constater que les prix actuels, et pas avec retard, sont en baisse. J'ai une solution pour vous. Il existe une application, un superbe site. Il existe une application qui s'appelle Trueflation. Le site Trueflation calcule un taux d'inflation, mais en utilisant uniquement les données actuelles. C'est-à-dire que dans le taux d'inflation de l'application Trueflation, la partie immobilier, ce ne sont pas les contrats de location signés il y a 3, 6, 8 ou 9 mois ou 12 mois. Ce sont là les nouveaux, les tout nouveaux. Et là, l'inflation est déjà passée sous 4%. Elle est en chute libre. Alors, je vous montre ça tout de suite. Je pense que là, vous allez l'apprécier, cette application Trueflation, parce que l'objectif, c'était quand même pas de se balader sur les sites immobiliers dans cette vidéo, le site immobilier américain. L'application Trueflation, vous en avez ici l'URL. En gros, elle reprend ici toutes les composantes de l'inflation actuelle, donc aux États-Unis, sauf que c'est l'inflation en temps réel. Et regardez, elle est déjà à 4,10, alors que le taux d'inflation aux États-Unis actuellement est à 6. Et ça ne cesse de chuter. Prenez la partie immobilier, c'est l'effondrement. Regardez, comparez. La courbe immobilier dans l'indice officiel d'inflation, Shelter, en pleine bourre, et la réalité de l'évolution actuelle du prix des loyers. Ça a déjà, donc en fait, toute cette phase de renversement baissier va arriver que dans quelques mois, elle va arriver dans la mesure officielle Shelter. Shelter, c'est les loyers immobiliers. Et donc voilà, c'est ça qui me fait dire que ça va bientôt aussi contribuer à la baisse. Et donc si l'énergie continue de contribuer, les nouveaux véhicules industriels continuent de contribuer à la baisse, et si on sait que Shelter va bientôt contribuer, on se dit quand même que globalement le taux d'inflation va continuer de baisser, me direz-vous, il reste les services. Oui, c'est vrai. Là, mes amis, vous me faites une colle, parce que vous me tendez une colle, je ne sais pas si c'est ça l'expression, j'ai oublié. Pourquoi? Parce que les services, ma foi, j'ai pas de solution. Alors si, non, rassurez-vous, j'en ai trouvé une petite. L'inflation des services est la plus difficile de toutes les composantes à prévoir et à réduire. La composante des services a un poids dominant dans le calcul du taux d'inflation en Europe et aux États-Unis. C'est normal, les services représentent en moyenne 75% du produit intérieur brut des grandes économies occidentales. Et c'est surtout la diversité des activités des services qui rend quasi impossible de faire une prévision sérieuse à son sujet. Alors, j'ai pour vous un autre type. Après l'application Trueflation, je vous présente, mais je vous en avais déjà parlé, mais je vous remontre. Vous savez, aux États-Unis, la Réserve fédérale des États-Unis se compose de plusieurs antennes régionales et il y a notamment la Réserve fédérale de Cleveland qui a créé un algorithme qui se propose scientifiquement de prévoir l'inflation à horizon 2 mois, pas plus. Hein. Voilà, ils sont réalistes.
Eh bien, les prévisions pour mars là, sont à une chute d'1 point de pourcentage. D'après l'algorithme, je vais vous montrer, d'après l'algorithme de la réserve fédérale, on va le site automobile, on va enlever ça, d'après l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, le CPI, actuellement à 6, va tomber à 5,22 en mars. Il va tomber à 5,22 en mars. Et donc on est en train de coller, mais avec retard, sur Trueflation, qui, comme je vous l'ai expliqué, corrige les bugs du calcul officiel de l'inflation, en particulier les dimensions shelter, qui ne sont pas les contrats de location actuels, mais ceux réalisés il y a plusieurs mois. Et donc, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, ça c'est un autre tip que je vous donne. Et maintenant, chers amis, j'ai d'autres idées. L'application de l'analyse technique à l'étude de l'inflation. Alors là, s'il vous plaît, ne riez pas, ne rigolez pas, ne vous dites pas, Vincent est devenu fou, que fait-il? Mettre un RSI sur un taux d'inflation. Et vous allez voir que ça, alors on ne tracera pas de support et de résistance sur un taux d'inflation. Enfin, quoique, il existe des ETF, des fonds ETF, donc avec une offre et une demande, dont le sous-jacent sont les anticipations d'inflation. Vous allez voir, l'analyse chartiste marche. Et là aussi, on est revenu sur un support qui a deux doigts d'être cassé, et qui inversera à la baisse la tendance des anticipations d'inflation. Mais donc, je vais vous montrer quelque chose. Je me suis amusé un peu, écoutez. Et moi, franchement, ça m'a convaincu, c'est un outil parmi d'autres. Moi, vous savez me connaître, j'associe plein d'outils. Vous avez là donc l'inflation au Royaume-Uni, l'inflation en Europe, l'inflation aux États-Unis. L'inflation britannique à 10%, en Europe 8,50%, aux États-Unis 6%. Et donc ici, j'ai appliqué le RSI. Mais regardez, à chaque fois que le RSI sortait par le bas de la zone de surachat, c'était le point haut d'inflation. À chaque fois que le RSI sortait par le haut de la zone de survente, c'était le point bas d'inflation. Et là, il est sorti. Voilà. Donc on peut approcher une sorte d'idée de momentum sur le taux d'inflation. Et là, je trouve que voilà, je n'irai pas au-delà de ça. Je ne vais pas faire du trading d'un taux d'inflation. Mais ça va aussi dans le sens, c'est un argument de plus que je mets dans mon petit catalogue pour avoir cette conviction que le taux d'inflation aux États-Unis va tendre vers 2% d'ici la fin de l'année. Alors on peut faire aussi d'autres choses, il est tout à fait possible. Vous savez, moi je m'intéresse beaucoup aux ETF et vous avez notamment l'émetteur ProShares qui est un gros émetteur d'ETF. Il nous en a concocté un sur les anticipations d'inflation. Là aussi, on voit très bien qu'on est en train de casser une ligne de tendance, qu'on est sur un gros niveau horizontal, que si on casse ça, on passe en tendance baissière. Et d'ailleurs, regardez à l'époque, là c'était le Covid, on a redépassé cette résistance signal d'achat, on voit très bien qu'il y a des niveaux horizontaux qui marchent. Donc voilà, j'irai pas au-delà, je tendrai pas le bâton pour me faire battre, mais voilà. Donc on peut faire ce genre de choses. Alors maintenant effectivement, moi si ma conviction c'est que l'inflation va tendre vers 2% d'ici la fin de l'année, c'est quoi la conséquence sur les placements? Vous savez, première conséquence de cette inflation qui va petit à petit, je parle pour les États-Unis, en Europe ça va prendre plus de temps, se normaliser, ça agit sur le cycle des taux d'intérêt et sur les perspectives de politique monétaire. Vous l'avez déjà vu, la Fed cette semaine devrait remonter son taux de 4,75 à 5, ça devrait être le taux terminal, et ensuite une succession de baisses de taux. Rappelez-vous la vidéo que j'ai faite il y a 4 semaines, marché obligataire et taux d'intérêt. La relation inverse entre le prix des obligations, le mark-to-market, et le cycle des taux d'intérêt. J'ai fait une vidéo en vous disant que c'était maintenant le moment d'acheter les obligations. Là, les taux d'intérêt sont repartis à la baisse. On est en train de valider les creux majeurs sur le prix des obligations. Je le confirme. Si mon scénario est bon sur l'inflation aux États-Unis, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut accumuler, qu'il faut prendre les positions à l'achat de long terme sur le prix des obligations US, toujours en restant sur de l'investment grade, d'accord? Alors bien sûr, il y a aussi la partie, je dirais, les placements monétaires, parce qu'attention, le cycle des taux d'intérêt, voici les nouvelles anticipations de politique monétaire pour la Fed. Vous constatez comme moi que le marché maintenant se projette sur une succession de baisses de taux à partir du printemps prochain. Et donc ça va influencer les taux d'intérêt du marché, ça a déjà commencé. Et donc ça va influencer les taux d'intérêt du marché. Il y a un certain nombre les placements monétaires, je ne parle pas du cash, je parle des placements monétaires, aux OPCVM cycle monétaire qui vous donnent un taux d'intérêt annuel. Là c'est pareil, on a des taux d'intérêt nominaux qui peut-être là ne vont plus être dépassés, et donc c'est maintenant de les attraper, notamment ceux à taux fixe.
Parce que voilà, si les taux d'intérêt se remettent à baisser, là vous avez peut-être des fonds monétaires qui vont verser du 3-4%, mais dans un an ce sera peut-être plus que 1 ou 2. Donc je dirais que marché obligataire, oui. Les placements monétaires, oui, parce que là vous avez des bons rendements. En plus, la baisse des taux d'inflation fera remonter les taux d'intérêt réels, donc vous aurez vraiment des rendements réels importants. Pour le marché action, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que si la baisse de l'inflation est provoquée par la récession, conséquence pour le marché action, baisse des anticipations de bénéfices. Et ça ne fera pas monter le marché action. Après, il y a des placements alternatifs. L'or, l'argent. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, vous montrant le lien avec les cycles des taux d'intérêt. J'en reparlerai dans le Fast and Forex ce mercredi. Les cryptos, vous avez vu le comportement du Bitcoin depuis une dizaine de séances, avec cette inflexion baissière des taux d'intérêt. Mais ça, c'est plus alternatif. Non, vraiment, ma conviction forte, elle est sur le marché obligataire. Et en plus, s'il y a une récession, les obligations vont monter. Et sur des placements monétaires qui, là, proposent des taux d'intérêt qui probablement ne seront déjà plus ceux-là d'ici la fin d'année. Donc voilà pour cette partie, chers amis. Et puis voilà, écoutez, je vous remercie pour vos likes. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo spéciale inflation vous a plu. Et puis voilà, merci pour vos likes, vos commentaires. Et passez une excellente semaine. Merci à tous. Prenez soin de vous.